Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Merci de partager massivement cette vidéo qui portera sur l'affaire du détournement des fonds dédiés à la lutte contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Alors, comme vous le savez, c'est ce qui fait l'actualité en ce moment au Cameroun et c'est de cela que nous allons parler au cours de ce show. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous attendaient de savoir ce que je pense de cette affaire. Bon, vous savez que quand j'étais au Cameroun, j'avais engagé une campagne qui constituait à dénoncer l'extrême politisation de l'opération anticorruption, de l'opération Épervier par la famille de Paul Biya, la famille présidentielle, parce que je l'ai toujours dit et je le maintiens aujourd'hui que les principaux détourneurs de fonds au Cameroun sont membres de la famille présidentielle. Je ne cesserai jamais de le dire. Et l'affaire, le Covid-Gate en cours ne déroge pas à cette réalité. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, depuis quelques semaines, on parle de plus en plus d'un rapport que la Chambre des comptes a rendu public, bon, du moins a commis, puisque en réalité, ce rapport-là, il a fuité. La Chambre des comptes ne l'a pas rendu public pour de vrai. Alors, ce rapport se concentre sur deux ministères, à savoir le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Ce qui est pour le moins curieux parce que tout le monde sait qu'en réalité, c'est la présidence de la République, c'est Ferdinand Ngongo qui était le grand Manitou de la gestion des fonds alloués par le Fonds monétaire international à la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Vous avez sans doute lu ce document circule également sur les réseaux sociaux. La liste des prestataires qui ont été retenus dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, dans le cadre des marchés relatifs à la lutte contre le Covid-19, le plan de riposte du gouvernement camerounais vis-à-vis de la pandémie du Covid-19. Alors, vous verrez sur ce document que c'est le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, qui autorise le ministre de la Santé publique à conclure des marchés de gré à gré avec certaines entreprises, certains prestataires de services. Cette démarche est attentatoire au Code des marchés publics de septembre 2004, qui en son article 28 prescrit que seule l'autorité des marchés publics, et en l'espèce, il s'agit du ministère des marchés publics. Seule l'autorité des marchés publics, disais-je, autorise les marchés de gré à gré. La présidence de la République n'a absolument rien à voir dedans. Et quand vous parcourez le Code des marchés publics, en ses articles 127 et 128, voici ce que ces deux dispositions de la loi sur les marchés publics prescrivent. Ces dispositions prescrivent que lorsque il faut conclure
des marchés de gré à gré, le maître d'ouvrage écrit à l'autorité des marchés publics. Et maintenant, quand l'autorité des marchés publics autorise le marché de gré à gré, le maître d'ouvrage procède à la consultation d'au moins 3 entreprises. Je dis, la loi parle d'au moins 3 entreprises. Donc, il y a une sélection à la base. Or, qu'est-ce qui se passe avec ces entreprises qui ont été sélectionnées pour livrer le matériel ou alors pour effectuer des travaux dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun? Vous constaterez sur cette liste des prestataires-là que sur cette liste se trouvent des noms des prestataires, c'est-à-dire que des hommes d'affaires, des opérateurs économiques, pardon, les noms d'opérateurs économiques qui reviennent 2 ou 3 fois, ainsi que des entreprises qui reviennent plusieurs fois. Et j'ai également mené ma petite investigation sur certains points relatifs à cette liste-là. C'est qu'il y a un marché qui a été signé pour la livraison des concentrateurs d'oxygène. C'est-à-dire que le marché a été signé en juin 2020. Le marché a été confié à une entreprise. Or, l'Organisation mondiale de la santé avait déjà livré à l'État du Cameroun 183 concentrateurs d'oxygène d'un montant de 78 903 996 francs CFA. C'était en juillet 2020. Mais en même temps, le ministère de la Santé accorde un marché de livraison des concentrateurs d'oxygène d'un montant de 116 millions de francs CFA. Donc vous comprenez que Ferdinand Gongo, à la présidence de la République, comme c'est lui le grand Manitou, il a appelé au téléphone son ami, son copain, parce qu'ils se connaissent très bien. Ils sont très liés, Ferdinand Gongo et Manaouda Malaki, qui est ministre de la Santé publique. Gongo a donc appelé son ami Manaouda Malaki pour lui dire que, écoute, voilà, essaie d'attribuer le marché de ceci à tel, le marché de cela à tel. Et si vous partez fouiller, cherchez à savoir qui se cache derrière toutes ces entreprises-là, vous allez trouver que tel, c'est peut-être l'ami de longue date de Ferdinand Gongo, que tel autre, c'est peut-être, je sais pas, un ami de Chantal Biya, que tel autre, c'est, je sais pas, un camarade de classe de l'un des jumeaux de Chantal Biya, que tel autre, c'est, je sais pas, un ami du membre du réseau des Nangebok qui veut prendre le pouvoir après Paul Biya et patati et patata. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Vous allez trouver que non, tel prestataire de service est très proche de Pierre Meba, qui est le petit frère de Paul Biya. Vous allez trouver sur cette liste que non, telle entreprise, c'est-à-dire que l'opérateur économique qui est le responsable de l'entreprise qui a gagné le marché dans le cadre du plan de riposte contre le Covid-19, c'est un ami de Mvondo Ayolo. Bref, c'est comme ça que ces gens-là fonctionnent depuis près de 40 ans. Parce que je vois les gens, surtout la presse, parce que franchement, la presse au Cameroun fonctionne dans le sens du vent et c'est regrettable. Parce que j'ai regardé la une, j'ai jeté un coup d'œil sur la une de certains journaux, j'ai écouté, j'ai suivi les débats radio et télé. Personne n'a eu le courage, aucun journaliste n'a eu le courage de braquer ses projecteurs sur la présidence de la République. Parce qu'aujourd'hui,
On s'en prend à Madame Oda Malachi. On s'en prend à Madame Finpangras, Madeleine Chuinte. Et quand le rapport de la Chambre des comptes se concentre même d'ailleurs sur ces deux membres du gouvernement, on estime que non, ce sont eux qui ont tout géré. Non, 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 ils recevaient, c'est-à-dire ils n'étaient que des exécutants, ils obéissaient aux ordres qui leur venaient de la présidence de la République. Quand vous voyez Ferdinand Ngongo mettre sur pied une task force, vous pensez que c'est pourquoi? C'est-à-dire que c'est une réunion de petits copains qui sera convoquée pour contrôler les mouvements d'argent, c'est-à-dire de l'argent destiné à la lutte contre le Covid-19. Hein? Parce que ça a toujours fonctionné comme ça. Même dans le cadre de l'organisation de la CAN, les 1000 milliards là, qui ont été détournés, il y avait toujours cette fameuse task force-là. Et vous pensez que les 1000 milliards qui ont été détournés là ont profité à qui? À la famille de Paul Biya. Aussi simple que ça. Aujourd'hui, on veut distraire les gens. On veut s'illustrer dans ce que moi j'aborde le plus, à savoir la technique de la bouc émissarisation. Et moi, je n'aime pas ça, cette technique du bouc émissaire là. Voilà pourquoi depuis toujours, je dénonce cette histoire d'opération épervier là. Parce que cette opération consiste à sacrifier certaines têtes, à offrir des têtes en holocauste. Pendant ce temps, les vrais voleurs, les vrais commanditaires de cette prédation des ressources publiques qui se recrutent au sein de la famille présidentielle, ils sont libres de leur mouvement et ils demeurent intouchables. Ceci n'est pas acceptable. Je ne dis pas que Mana Oda Malachi est blanc comme neige, tout comme sa collègue de Madame Finpangras, le haut ministère sa collègue du ministère de la recherche scientifique, Madeleine Chuinte. Non. Ce que je dis, c'est que si d'aventure ces deux membres du gouvernement sont de près ou de loin mêlés à quelques malversations financières, que ce soit dans le cadre de ce plan de riposte contre le Covid-19, c'est qu'ils auraient agi par crainte révérentielle. Et selon le code pénal, si je ne m'abuse, selon le code pénal camerounais, lorsque un gestionnaire de crédit a posé un acte l'ayant conduit à porter, c'est-à-dire à commettre une infraction, et que cette infraction-là, il l'a commise sur ordre de son supérieur hiérarchique. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'être poursuivi pour cela. On appelle ça la crainte révérentielle. Mais vous pensez que Madame Oda Malachi qui reçoit les ordres de Ferdinand Ngongo, que fait comme ceci, fait comme cela, marche comme ci, marche comme ça. Vous pensez qu'il va faire quoi? Vous pensez qu'il va faire comment? Il sera obligé de se soumettre. Et quand ça va chauffer sur lui là, c'est-à-dire que quand il sera question qu'il réponde de ses faits et gestes posés sur instruction de sa hiérarchie devant les tribunaux, non, il faut qu'il évoque la crainte révérentielle. Et ça va, selon le code pénal camerounais, ça va l'épargner des poursuites judiciaires devant le tribunal criminel spécial. Donc, tous les ministres là qui ont agi par crainte révérentielle, il faut opposer aux tribunaux la crainte révérentielle de Ferdinand Ngongo. C'est lui qui doit répondre de tous ces... lui et ses amis. C'est-à-dire que lui et ses amis, parce que si vous, comme je l'ai dit, si vous partez bien fouiller, derrière toutes ces entreprises que vous voyez là, se cachent beaucoup d'amis, beaucoup de proches de relations de ceci et de cela, de Ferdinand Ngongo et de tout le clan des Boulous, des Nanga qui sont à la présidence là. C'est comme ça que ça fonctionne au Cameroun. C'est comme ça que ça fonctionne. Et aujourd'hui, on braque l'attention de l'opinion internationale sur quelques 4 à 5 membres du gouvernement qu'on veut sacrifier, juste parce que l'on escompte
un appui du Fonds monétaire international parce que en ce moment où je vous parle, les caisses de l'État sont quasi vides. Et ces membres du régime de Biya sont en train de faire des mains et des pieds pour pouvoir bénéficier du soutien du Fonds monétaire international parce que le FMI a posé comme condition d'aide, c'est-à-dire que d'appui financier au Cameroun, qu'on audite la gestion, c'est-à-dire que les 180 milliards qui ont été débloqués pour la lutte contre le Covid-19 l'année dernière. C'est ça la condition. Voilà pourquoi ils sont sous pression, comme vous les voyez là. Bon, ils sont... Et c'est toujours comme ça. Chaque fois que le régime de Biya est dos au mur, il faut sacrifier les têtes. Chaque fois. Et par le passé, ça a fonctionné ainsi. Quand Paul Biya voulait atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE en 2006, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Emmanuel Gérard Ondondong, directeur général du FECOM, Joseph Edou, directeur général de la Société immobilière du Cameroun, Gilles Roger Belling, Joseph Edou, c'est directeur général du Crédit Foncier, et Gilles Roger Bellinga, directeur général de la Société immobilière du Cameroun, je crois que c'est ça, la SIC. Il a également pris Siam Siewe. À l'époque, il était ministre de l'énergie et de l'eau. Et Siam Siewe avait été arrêté, c'était le 7 mars 2006, après la passation de service. C'est-à-dire qu'il a passé le service à son successeur et après, c'est-à-dire que c'est au cours de la cérémonie qu'on l'a arrêté. Vous imaginez l'humiliation. Et c'est ça la logique sacrificielle là. C'est-à-dire que Paul Biya a sacrifié ces gens-là juste parce qu'ils voulaient atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Quand il a fallu tripatouiller la Constitution pour qu'il reste éternellement au pouvoir en avril 2008, qu'est-ce que Paul Biya a fait? Il a sacrifié Olangna Awono, ministre de la Santé, et Polycarpe Ababa, ministre de l'Économie et des Finances, qui pourtant a permis au Cameroun d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE 2 ans plus tôt. Allez, il les a sacrifiés comme ça. Et pendant que les Camerounais étaient en train de jubiler, oui, on a arrêté Olangna Awono, on a arrêté Ababa, Polycarpe. Allez, il en a profité. Il a profité de cette euphorie des populations camerounaises pour glisser en coulisses son projet de modification de l'article 6.2. Et ça a toujours été ainsi. Même quand il a fallu envoyer au Parlement, à l'Assemblée nationale, le projet de code électoral qui est sujet à controverse aujourd'hui, il a fallu que Paul Biya sacrifie Marafa et Inoni Ephraim. Marafa et Inoni Ephraim le 16 avril 2012. Et le 19 avril 2012, Paul Biya a promulgué le code pénal, le code électoral, pardon, qui est encore en vigueur jusqu'à ce jour. C'est donc comme ça que le régime de Biya fonctionne. Et les ministres qui seront arrêtés là, dans le cadre du Covid-Gate, c'est-à-dire que cette arrestation obéira à une logique sacrificielle. C'est-à-dire que, parce qu'en ce moment, vous voyez, la presse en parle, certains activistes même en font leur chou gras, entre guillemets. Et le régime de Biya aime ça. Parce que pendant que nous serons distraits là, pendant que nous serons distraits à parler de Covid-Gate, à spéculer sur qui ira en prison demain. Est-ce que c'est Atanga Njipol? Est-ce que c'est Manaouda Malaki? Est-ce que c'est, je sais pas, Madeleine Chouente? Est-ce que c'est tel? Est-ce que c'est tel? Ils sont là, ils sont en train de préparer en coulisses le fameux gré à gré. Ils sont en train de positionner Franck Biya, c'est-à-dire dans le easy, dans le calme. Ah oui, pendant que nous sommes là, nous spéculons sur qui sera arrêté demain. Eux, ils sont en train de tout faire pour préparer Franck Biya à succéder à son père.
Et c'est à cette logique qu'obéit ce fameux Covid-Gate-là. C'est à cette logique-là, sacrifier certains bras cassés du gouvernement-là, alors que, en réalité, c'est Ngongo Ferdinand qui a tout géré d'un bout à l'autre. Et vous pensez que la task force qu'il a mis en place là, c'est pour contrôler tous les mouvements d'argent relatifs au paiement des prestataires. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est que ces prestataires-là de services qui ont bénéficié de ces marchés de gré à gré là, ils ont sans doute fait circuler des rétrocommissions à la présidence de la République. Parce que tout ce qui est gros sous, c'est-à-dire que tous les grands projets où de gros sous sont en jeu, c'est la présidence qui gère. Et c'est la présidence qui détourne. Quand je parle de la présidence, je parle de la famille présidentielle. Oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est la famille présidentielle qui contrôle tout et les grands projets structurants et les histoires de l'organisation de la CAN, c'est-à-dire que les financements pour l'organisation de la CAN, c'est-à-dire c'est la famille présidentielle qui gère ça. Les ministres ne sont que des exécutants, encore que pour être nommé ministre, qui les nomme ministre? Ce sont les réseaux de la famille présidentielle qui les positionnent. Et quand on te nomme ministre, quand un réseau ou alors un parrain qui est un proche de la famille présidentielle te positionne à la tête d'un ministère, tu as obligation de résultat en tant que ministre. Pas vis-à-vis du peuple camerounais, mais vis-à-vis de ton parrain qui t'a placé à ce poste-là. Donc, aujourd'hui, quand on accuse Manaouda Malaki, bon, que je ne défends pas, je l'ai dit, qu'on accuse tel ministre, bon, le sort d'Atanganji m'importe peu, vraiment. Ça, qu'il aille même en prison, moi, ça ne me dit absolument rien. Mais on va sacrifier des gens comme ça. Pendant ce temps, les membres de la famille Biya seront là, à l'ombre, dans le calme total. Et c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Depuis 40 ans que Biya est au pouvoir, encore que ces gens, ces villageois-là, qui sont au pouvoir au Cameroun, là, c'est-à-dire quand ils arrivent au pouvoir le 6 novembre 1982, leur objectif c'est de s'enrichir. Leur objectif c'est de s'enrichir par tous les moyens. Ils n'avaient pas pour ambition de construire le Cameroun. Ils n'avaient pas pour ambition de construire le Cameroun. Ils avaient pour ambition de s'enrichir à tout prix et à tous les prix. Et parlant des fonds du Covid-19, des 180 milliards, vous verrez que dans toute la chaîne, ce sont leurs maillons, c'est-à-dire que les membres de la famille présidentielle qu'on retrouve dans toute la chaîne. Puisqu'on parle des 180 milliards, les 180 milliards ont été débloqués par le fonds, le FMI, le Fonds monétaire international. Bon, comme il s'agit de la dette extérieure, ça veut dire que c'est la Caisse autonome d'amortissement, la CAA, qui doit débloquer de l'argent. Et qui est à la tête de la CAA? C'est un certain Evina Obam, qui est proche de la famille présidentielle. Bon, je ne doute pas de sa valeur intrinsèque, parce que c'est un spécialiste de la fiscalité, un docteur qui a écrit, rédigé pas mal de thèses sur la fiscalité au Cameroun. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un proche de la famille présidentielle. Et le service, c'est-à-dire que l'administration qui joue un rôle important dans le décaissement des fonds, c'est le ministère des Finances. Parce que le ministère le ministre de la Santé, certes, c'est un ordonnateur. Bon, maintenant, il engage et il liquide la dépense. Maintenant, qui appose son visa budgétaire sur la dépense? C'est le contrôleur financier qui dépend du directeur, de la direction du budget. Et maintenant, qui paye? C'est le payeur, c'est-à-dire que l'agent comptable au niveau du trésor. Donc, ça veut dire que
Le ministère des Finances également a des comptes à rendre par rapport à la gestion de l'argent, des 180 milliards là. Le ministère des Finances. Et qui est au ministère des Finances? Louis-Paul Motazé, qui est directeur général du budget. Et d'où alors? Toujours les mêmes gens. Les mêmes gens de la famille des Biya. Les mêmes gens. Les amis, les copains, les cousins, les coquins, les ceci, les cela. Et on est là, on braque les projecteurs sur les ministres. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Tout ce que vous les voyez faire là, c'est parce qu'ils sont en train de préparer au gré à gré. C'est-à-dire que pendant que les Camerounais sont distraits, c'est-à-dire qu'ils sont concentrés sur qui va être arrêté demain, allez, ils sont déjà en train de positionner leurs pions. De positionner leurs pions. De positionner leurs pions. Que les Camerounais disent non à cela. Que les Camerounais disent non au gré à gré. Et je remercie cette dame. Et c'est par là où je vais terminer. Il y a une dame qui a commencé à élever la voix contre ce qui se prépare, à savoir le gré à gré. Elle s'exprime en Newondo. Elle est une Betty. Alors, on m'a envoyé un voice qu'elle a enregistré. Je vous invite à écouter cela, mesdames et messieurs. Bon, elle n'a pas voulu... enfin, elle a réalisé ce voice dans l'anonymat, par peur de représailles sans doute. Elle dit des choses très intéressantes. Et elle dit non au gré à gré. Bon, je vais vous faire écouter juste un extrait. Juste un extrait de ce voicemail. Et on va revenir par la suite pour conclure. On écoute le voicemail, mesdames et messieurs. C'est une dame, une Betty qui vit en Europe, qui dit que cette histoire de gré à gré, elle n'est pas là-dedans et qu'elle se battra pour que ce gré à gré n'ait pas lieu. On écoute, mesdames et messieurs. Allô? J'ai dit non et non et non et non et non au gré à gré. Allô? Allô? J'ai dit non et non et non et non et non au gré à gré. Et non et non et non et non et non au gré à gré. Et non et non et non et non et non au gré à gré. Nous ne sommes pas venus. Il dit que soit Assimuna, Nous ne sommes pas venus ici pour accompagner les autres. Depuis des années, depuis des siècles, ce n'est pas maintenant que nous tous, on doit commencer à parler de 180 millions. Que vous détournez l'argent depuis 40 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que les Camerounais doivent constater qu'on a détourné 180 milliards. Je vous ai laissé avec votre pays. C'est une écran qui parle, hein. Écoutez. Que dans tous les commissariats, il faut parler le Wondo. Pour que ton dossier puisse passer. Ça ne peut pas l'accepter. Depuis 40 ans pour le Biani, toi. Vous volez, vous tuez les gens. Et ce sont eux, hein. Ce sont eux qui ont tué la gardienne de prison, la Florence Ayafo. On a tué 2 enfants, 2 femmes et leur bébé au dos.
Maintenant, on petit, mais ma carna, me veut me combattre jusqu'à mon dernière énergie. Qu'elle va vous combattre jusqu'à sa dernière énergie. Il n'y aura jamais le gré à gré. Ils sont là, ils distraient les gens avec les détournements, les convocations au TCS et tout ça là. Non, non. Mais qui est venu, il faut voir. Au cas boîte de nuit, nous voyons que nous avons besoin de soir, nous avons raflé, nous avons violé et nous avons mais il y a des gens qui continuer. Voilà, que les policiers vont dans les bois de nuit, raflent tout le monde. Ils partent violer les jeunes filles qui raflent. 180 millions, il y a un 180 millions de quai. Mais quai, il y a depuis les nuits de temps. Voilà. Mais il y a tout ça. Bon, on va arrêter là. Je pense que l'essentiel a été dit par ma mère là. Vous savez, je suis le neveu de Betty, ça veut dire que je comprends un peu la langue Iwondo. Bon, il n'y avait pas meilleur moyen de conclure ce show. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.